RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Dialectique. Alors aujourd'hui dans Dialectique, c'est un focus, un spécial printemps éducatif. Alors on va parler des droits des femmes, on va parler de divertissement, d'éducation, on va parler d'obésité et on va aussi parler de climat. Et pour ce faire aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caillou, artiste multifacette, youtubeur aussi on peut le dire, sur la chaîne Sait-on jamais, et Manon Leclerc, présidente de l'association Libertel. On sera aussi par téléphone avec Jean-Paul Moureau, représentant d'Oxfam et d'Human. On va parler climat notamment avec lui. Et on est dès à présent en insert téléphonique avec Karine Robles, qui est une militante de la lutte contre l'obésité. Karine, comment allez-vous ? Bonjour Lionel, bonjour aux auditeurs, je vais très bien. Alors Karine, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui à l'antenne. D'abord, avant de commencer cette interview, quelques chiffres sur l'obésité. Aujourd'hui en France, il y a plus de 8 millions de personnes en situation d'obésité. En 25 ans, la proportion des Français et des Françaises considérés comme étant obèses a doublé, en considérant l'IMC, l'indice de masse corporelle supérieur à 30. Et aujourd'hui, selon la Ligue contre l'obésité, cette proportion continue d'augmenter, mais surtout plus d'1 million de Français et de Françaises souffrent de ce qu'on appelle une obésité massive avec un IMC supérieur à 40. Alors, pour terminer, l'obésité, c'est aussi une maladie sociale, surtout une maladie sociale. Elle est souvent décrite comme une maladie qui touche d'abord des territoires et certaines catégories socio-professionnelles défavorisées. L'obésité est particulièrement marquée en France, dans les régions Hauts-de-France et dans notre région aussi, le Grand Est. Elle est surreprésentée dans notre région. L'obésité est 2 fois plus importante chez les employés et les ouvriers que chez les cadres. Pour rappel, l'obésité est multifactorielle. Elle peut être liée à des critères génétiques, hormonaux ou psychologiques, mais aussi au mode de vie, à l'alimentation ou au manque de sport. Karine Robles, est-ce que la description que je viens de faire vous paraît correcte ? Elle est très bien. Alors, vous allez un peu livrer de votre parcours. Merci Lionel de vous être aussi bien documenté. Oui, et puis surtout qu'aujourd'hui, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, et je l'avoue, je l'ai su grâce à vous. On est le jour de la journée internationale contre l'obésité. Oui, c'est la journée mondiale de l'obésité. Moi, ce que je voudrais dire à toutes les personnes qui souffrent d'obésité, c'est qu'on peut s'en sortir et surtout qu'il ne faut pas rester isolé. Alors vous, votre combat, il a été assez médiatisé. Oui. Vous êtes notamment passé sur M6, c'était pour l'émission Le Meilleur Pâtissier, mais ça a été une tribune pour vous. Vous êtes aujourd'hui reconnu comme étant une figure emblématique de la solidarité et du combat contre l'obésité, notamment dans les Yvelines. Vous êtes porte-parole de ce que vous appelez aussi les invisibles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre parcours ? Écoutez, j'ai déjà eu la chance de rencontrer un excellent chirurgien, un homme humble qui a su me comprendre et qui m'a donné la main. Ça a fait 10 ans que j'ai été opérée en décembre et mon chirurgien, le professeur Chouillard, est toujours à mes côtés. Alors, je rappelle que vous avez perdu plus de 100 kilos quand même. Oui. Mais lui me dit qu'il a fait son travail. Mais moi, je reste persuadée qu'il a fait un excellent travail, puisque mon opération s'est bien passée, que j'avais beaucoup de comorbidité à 197 kilos. Et surtout que j'ai suivi ses conseils. Il m'a expliqué que la chirurgie qu'il allait me faire, c'était pas une baguette magique. Alors ça, je l'ai très très vite compris. Et ce que moi, j'ai vécu, en fait, je peux dire aujourd'hui un grand merci à mon chirurgien
parce qu'il m'a appris énormément. Alors, pour vous, le combat continue. Hein. Vous le dites notamment lorsque vous êtes interviewé que c'est un combat à vie. Et vous vous battez aujourd'hui pour que l'obésité soit reconnue comme étant un handicap, ce qui n'est pas le cas encore en France. Non, et en fait, que ce soit reconnu comme maladie, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, je profite qu'il va y avoir dans quelques mois les élections présidentielles pour interpeller tous les candidats. Alors donc ça fait partie de votre combat. Il y a aussi d'autres combats que vous menez, le combat contre la grossophobie et aussi. Oui. Alors vous avez parlé de votre chirurgien, mais il faut avouer que ce n'est pas coutume parce qu'il y a des personnes qui en font un business, alors qui prônent les opérations à tout va, sans vraiment connaître les attentes, les corps de leurs patients, et vous dénoncez ce business-là, vous. Oui, en fait, je rappelle quand même que on va à l'hôpital ou dans une clinique, mais on va au bloc opératoire. En fait, c'est une chirurgie lourde. Ce n'est pas, on fait pas une opération pour le plaisir. C'est le seul organe sain, notre estomac, qu'on nous en enlève une partie. On va à l'hôpital pour se faire soigner, où on nous enlève un organe sain. Normalement, il y a un protocole. Il y a la haute autorité de santé qui dit ils recommandent que l'on ne soit pas opéré avant 6 mois de parcours. Il y a des chirurgiens sans aucune scrupule. Ils opèrent au bout de 2 mois, 3 mois. Quels sont les risques encourus? Mais déjà, la personne n'est pas prête. Il faut quand même se faire suivre, il faut un suivi psychologique. C'est pas rien de se faire opérer, c'est pas la facilité. Les personnes qui pensent qu'on se fait opérer, que c'est la facilité, mais c'est faux. Toute notre vie change, et pas qu'au niveau alimentaire. On doit vivre toute notre vie avec cette opération, ce bébé estomac. Il y a des personnes qui reprennent la totalité du poids qu'elles ont perdu au bout de quelques années. On peut se faire opérer, et moi j'ai eu la chance, ça s'est très bien passé, mais on peut mourir de cette opération en étant sur la table. Donc je rappelle que vous avez subi une chirurgie bariatrique pour traiter votre obésité aiguë, et vous dites que ça vous a sauvé la vie, que pour vous c'était une sorte même de renaissance, et ça vous a permis d'avancer dans vos différents combats, et c'est pour ça aujourd'hui que vous vous battez pour des personnes qui souffrent d'obésité. Vous dénoncez aussi tout ce qu'on peut voir récemment sur les réseaux sociaux, le phénomène par exemple de body positive. Alors, ce que vous critiquez là-dedans, c'est qu'on dénigre l'aspect santé en disant aux personnes acceptez-vous tel que vous êtes. Alors que dans le cas d'obésité morbide, il faut vraiment alerter les personnes à prendre soin d'elles. Oui, et puis surtout réagir. L'obésité est une maladie, il y a les comorbidités. On ne va pas dire je vis bien avec l'apnée du sommeil, je vis bien avec le diabète, je vis bien avec le cholestérol. Non, il faut se faire soigner. Alors aujourd'hui, votre combat, vous dites que ça a été votre chance. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les autres aujourd'hui pour être leur chance à eux? Déjà, je les aide. J'aide beaucoup de personnes. Je suis très investie dans le domaine du handicap, de la santé, de la grossophobie. Je participe à des réunions de travail, je fais des congrès. Et surtout, en cette journée de l'obésité, je voudrais dire aux personnes de ne pas oublier, on se fait opérer. La première année, on a ce qu'on appelle la lune de miel, où on perd facilement les kilos. Mais je voudrais leur rappeler que c'est à vie qu'on doit être suivi. Il y a trop de perdus de vue. Beaucoup de personnes se font opérer et au bout d'un an, elles ne sont plus suivies. L'opération a un coût. Elle coûte à la sécurité sociale. Il faut être conscient de ça. En fait, il y a des personnes, il y a aussi des chirurgiens. En fait, il faut prendre conscience.
Et pour prendre conscience... il y en a qui opèrent 1 fois, 2 fois, 3 fois la même personne. Et justement, Karine, comment ces personnes peuvent vous contacter? Elle ne sait pas pourquoi elle est opérée, pourquoi elle a cette obésité. Comment voulez-vous qu'avec l'opération, ça se passe bien? Non. Avec l'opération, si on ne comprend pas le pourquoi du comment, l'opération sera un échec. Là, vous pointez du doigt le manque d'information et le manque de suivi. Et oui. C'est justement votre combat. Comment on peut vous contacter et comment on peut s'informer aujourd'hui? Écoutez, je suis sur les réseaux. On peut me retrouver en mon nom, mon prénom. J'ai aussi une page, ma sleeve, ma renaissance, Karine Robles. J'habite les Yvelines, mais je connais aussi des chirurgiens en province. Et moi, ce que je dis à toutes les personnes déjà qui souffrent d'obésité, allez voir un chirurgien, mais il faut être en confiance. Si vous ne vous sentez pas en confiance, il faut en changer. Moi, à 197 kilos, j'ai été en voir 2. Alors, imaginez, moi, j'y suis arrivée. Et ça a été votre chance. Et d'ailleurs, on va s'octroyer une petite pause musicale en écoutant le morceau d'Abby Bernadotte, justement, qui s'appelle « C'est ma chance » sur RCN 90.7. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est en direct sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau d'Abby Bernadotte, C'est ma chance. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Cahu, qui est un artiste multifacette. On va parler de sa chaîne Sait-on jamais. Pourquoi ce nom, Sait-on jamais? Sait-on jamais, une chaîne YouTube. Bonjour à toutes, à tous. Alors, Sait-on jamais, ça s'écrit déjà S-A-I-T-O-N et puis jamais. Donc, c'est le verbe savoir. Donc il y a le rapport au savoir. Est-ce qu'on sait jamais tout? Est-ce qu'on n'en apprend pas toute notre vie? C'est un peu la philosophie de la chaîne. On peut apprendre à tout âge, mais on apprend en faisant. En parlant de philosophie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions de savoir. Moi, j'y ai vu un aspect divertissant, un aspect ludique, c'est-à-dire apprendre en s'amusant. Est-ce que c'était là le but de cette chaîne lors de sa création? Je rappelle que sa création s'est effectuée pendant le confinement de l'année dernière. Oui. Alors, apprendre en s'amusant. Il faut savoir que pour l'enfant, le jeu est quelque chose de finalement très sérieux. Et donc, il s'amuse, mais il le fait sérieusement. Donc, on est toujours un petit peu à la frontière entre tout ça. Je peux déjà dire la deuxième peut-être résonance de sait-on jamais, c'est aussi une expression, on sait jamais ce qui peut arriver. Et il y a aussi effectivement le côté équipement, parce que si on sort dans la nature, c'est avec des enfants, dans les bois, on va dormir dans les bois, dans des grottes, il faut être un minimum équipé, en cas de pépin. Donc il y a aussi, sait-on jamais, ce qui peut arriver. Voilà, c'était pour répondre à ta toute première question. L'aspect prévention. Voilà, l'aspect un peu sécurité, on le fait, mais en toute sécurité. Alors sur cette chaîne, il y a 40 vidéos. Ouais, 40 en 1 an et demi. Ce qui n'est pas, ce n'est pas une sinécure. Il y a eu la présentation d'un sac quotidien et son contenu avec les prix, les références, les tips, les bons conseils pour acheter du bon matériel de qualité fiable. Il y a comment bricoler avec les enfants. Et avec de vrais outils. De vrais outils, avec de vrais outils. D'ailleurs, on y voit dans une vidéo ton fils qui a du mal à dire 6 sauteuses, et c'est assez marrant en même temps. Donc on est vraiment plongé dans une sorte d'intimité, de la relation d'un père et son fils, et en même temps qu'apprennent, apprendre à s'orienter, à faire du feu en forêt, à escalader, le bivouac. Il y a beaucoup d'histoires. Des balades en forêt, du vélo. Du vélo, ouais. Comment tout ça, de quel constat es-tu parti pour créer tout ça? Déjà de mes envies à moi, que je partage avec mon fils qui devient par là même un collègue, parce que quand on fait le montage, il voit chaque montage, on le fait ensemble, il le valide, non, je veux pas ça. Donc ça devient aussi un partenaire, quoi. Il a quel âge? Il va avoir 8 ans, très bientôt. Voilà. Mais donc il y a sa curiosité qui nous a poussé à faire ça. C'est des choses qu'on faisait dans la forêt. On a la chance d'avoir la forêt à 2 minutes à pied de la maison. Donc ça c'était bien, même si elle est entourée d'autoroutes cette forêt, la forêt de haies. Donc
Donc il y avait cette envie de partager ces façons de faire des choses avec des enfants qui sont pas dans la consommation. On n'est pas dans un parc d'animation, parc voilà, on n'est pas dans le spectaculaire, on est dans la micro-aventure, quoi. On sort de chez soi, il faut juste avoir un sac avec un peu de matos dedans. D'où effectivement ces vidéos qui d'ailleurs alors je crois qu'il y en a qui sont à 27 000 vues. Alors, sur YouTube, ça commence à être conséquent, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent, voilà, c'est ce qu'on appelle les EDC, Everyday Carry, c'est ce qu'on a besoin tous les jours, hein, c'est un mot anglais, mais c'est juste que c'est le sac à main de madame et le petit sac à dos de monsieur. Voilà, qu'est-ce qu'on met dedans? Donc voilà, quelques conseils de matériel pour le vélo, pareil, on fait tout à vélo, on va en vacances à vélo, en week-end à vélo, et il faut des sacoches un peu solides pour mettre tout ça au sec. Donc il y a le côté matériel, et ça je trouve que sur YouTube en l'occurrence, il y a des présentations, mais pas forcément à destination des parents ou des éducateurs ou des enseignants qui veulent faire ça avec des enfants, car c'est vraiment l'idée, c'est vivre des choses partager des choses avec nos enfants, adolescents, voilà. Et ça crée on vit des moments incroyables forcément. Ce que rend parfois les vidéos, hein, on voit bien cet enthousiasme et cette complicité entre mon fils et moi, et puis du coup on invite les copains, les enfants ont des copains, ça s'élargit, Alors il y a un vrai engagement citoyen à travers tout ça, parce que on apprend finalement comment se passer d'une voiture, comment être autonome en situation urbaine, et on pourrait même dire comment réduire son empreinte carbone. Complètement. C'est il y a 4 playlists, hein, comme on dit sur YouTube. Donc une à apprendre, hein, avec tout ce qu'on peut faire avec des enfants. Une autre consacrée au vélo et au déplacement et tout ce qu'on peut faire à vélo. Donc du coup en limitant l'usage d'une voiture, au moins d'une voiture sur 2 quand on habite en ville. Il y a beaucoup de familles qui ont 2 véhicules thermiques ou électriques, ça change pas grand-chose. Mais qui ont 2 véhicules pour la famille, quand c'est pas 3 quand il y a des grands enfants. En ville, franchement, une voiture, ça suffit largement. Et puis le reste, on peut tout faire à vélo avec le bon équipement. Encore une fois, voilà, ça c'est la deuxième playlist. La troisième, je vais la retrouver, mais en tout cas celle dont je voulais parler, c'est l'autonomie, la résilience, effectivement, en milieu quand même urbain malgré tout, hein, l'agglomération de Nancy. Donc toutes les vidéos évidemment se déroulent dans le Grand Nancy. Hein. On peut découvrir par exemple l'histoire d'un peintre de Louis Guingaud qui a inventé le motif camouflage pendant la Première Guerre mondiale. Il a inventé et ça c'est incroyable parce que il se trouve que ce peintre c'était un peintre humaniste, un peintre qui a voulu sauver des vies, et son invention n'a pas été retenue par l'armée française qui a gardé le pantalon rouge, bleu, blanc, rouge. Mais par contre, ils ont bien voulu qu'il peigne des grandes bâches camouflées pour recouvrir les canons. On voulait bien sauver les canons, mais pas forcément les gens qui s'en occupaient. Et ce peintre, Louis Guingaud, il est mort à les Saint-Christophe, dans le coin. Donc on a mené toute une enquête, tout ça à vélo, et c'est sur l'histoire lorraine, c'est intéressant aussi. La vie de nos forêts, tous les objets qu'on trouve en forêt. Donc il y a les obus. Les obus, oui. Malheureusement, beaucoup de guerres dans nos coins, mais bon, ça fait partie de notre histoire. C'est tout un pan de l'histoire lorraine. Et donc là, j'allais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, il est vraiment possible de s'amuser sans passer par le consumérisme? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'en suis convaincu vraiment que c'est même pas s'amuser, c'est vivre des expériences, quoi. Vivre quand on dort en forêt. Mon fils, il a dormi en forêt, il avait 3 ans pour la première fois. Quand je dis on dort en forêt, c'est sous une bâche. Hein. C'est pas dans une tente, parce qu'on voit rien dans la tente. Donc on est sous une bâche, et puis à 3 ans, on entend les animaux de la nuit. C'est des sons et des expériences et des sensations incroyables. Donc, on fait plus que s'amuser. On vit des trucs forts qu'on vivra des fois jamais il y a des adultes qui n'ont jamais vécu ça, par exemple. Plein. Moi, j'en connais. Du coup, c'est dommage de s'en priver. Ça coûte rien du tout. Si ce n'est effectivement un peu de matériel, mais là, j'ai quelques bons plans. Il faut fouiller un peu sur la chaîne. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. On est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau de Stromae, C'est que du bonheur. Et maintenant, on va parler de l'association Libertel, parce que vous n'êtes pas sans savoir que mardi, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et à cette occasion, Manon Leclerc, vous organisez plusieurs choses. Oui, alors nous organisons donc une grande soirée à l'occasion du 8 mars, donc qui sera la journée mondiale des droits des femmes.
Et donc, du coup, ça va se dérouler au CILM à Laxou, donc qui est situé rue de la Meuse, avec en première partie de soirée, donc à 19h30, une pièce de théâtre qui s'appelle Tout le monde savait, proposée par la compagnie Les Ogresses, mise en scène par Françoise Marquin. Et en fait, c'est une pièce de théâtre autour de 6 récits de 6 femmes venues des 4 coins du monde. Et en fait, leur point commun, c'est qu'elles sont victimes de féminicide. Voilà. Et en deuxième partie de soirée, on aura une table ronde autour de l'émancipation moderne des femmes, avec comme invitée Valérie Bosserlec, première femme présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Laurence Visser, première femme maire de Laxou, le collectif des femmes entrepreneuses du Grand Est, Anna Moutahamis, qui est championne du monde de savate, et Madame Constantini, deuxième adjointe au maire de Laxou, et enfin M Création, qui est une jeune chef d'entreprise en web motion design. Alors donc je rappelle encore une fois pour nos auditeurs, si vous voulez le noter, ça sera au CILM de Laxou. Voilà, donc de 19h30 à 22h. Ouais. Et le prix est libre, c'est ça ? On applique un prix libre et conscience, ce qu'on appelle prix libre et conscience, c'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez à partir d'€1. Le prix qu'on conseille, c'est 5. Et puis après, il y a le prix d'adhésion qui est de 10€. Et le nombre de personnes dans cette salle est limité ? Non. Les mesures s'assouplissent, bien qu'on continue de surveiller les passes vaccinaux. Mais vaccinal, je ne sais pas. Je conjugue et puis chacun se débrouille après. Voilà. Il n'y a pas de nombre. Il n'y a pas de nombre. Et est-ce qu'on doit s'inscrire avant ou non, on vient vous sur venez place librement. Voilà. D'accord, très bien. Alors, on va parler de ces droits des femmes sur ces dernières années. Quel constat on peut faire ? Alors, je pense que ça dépend de quel point de vue, de quel pays on se positionne. Je pense qu'en France, il y a eu une réelle prise de conscience. Il y a cette vague un petit peu sur laquelle le quinquennat a surfé et continue de surfer. Grande cause du quinquennat. Du quinquennat Macron, justement. Quel bilan on peut faire, vu qu'on arrive au bout de ce quinquennat ? Alors, je pense que pour l'instant, on peut pas trop dresser de bilan concret parce que je pense qu'il faut quand même plus de 5 ans pour améliorer les conditions des femmes, observer les chiffres des féminicides, toutes ces choses-là. Après, il y a des choses qui ont été mises en place. On observe une croissance des actions qui ont été menées en faveur des droits des femmes et pour lutter contre les féminicides. Après, il y aura toujours des failles dans le système, comme dans tous les systèmes. Après, voilà, on attend de voir comment ça se passe aux prochaines élections présidentielles. Quelles sont les luttes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est primordial ? Qu'est-ce qu'il y a à gagner concernant cette question-là des droits des femmes ? J'ai envie de dire que tout est primordial, évidemment. Mais je pense que au vu de la crise actuelle qu'on rencontre et des crises qui arrivent, je pense que l'égalité salariale, ça serait pas mal. Le même salaire pour tout le monde et parce qu'on observe quand même que 70% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté sont des femmes. Donc je pense qu'une égalité salariale, ça serait pas mal quand même. Voilà, parce qu'il y a quand même 7% des femmes qui, je crois que c'est 7 ou 10% des femmes qui touchent un bas salaire contre 4% pour les hommes. Donc l'égalité salariale et une revalorisation des salaires des femmes, ça serait déjà une belle avancée. Et puis, je pense que une meilleure écoute peut-être des femmes lorsqu'elles sont victimes de violences ou victimes de viol, ça pourrait être intéressant également. Voilà. Alors, ça c'est au niveau français et au niveau international. Alors, quelles avancées sont à pourvoir ? Alors, au niveau international, on recule dans certains pays. On observe par exemple des reculs au niveau de l'Afghanistan. Après, au niveau de l'Afghanistan, on sait pas tout, on n'a pas toutes les cartes en main malheureusement, mais je pense qu'en Afghanistan, voilà, les femmes n'ont plus accès à l'école, n'ont plus accès à l'université. On cache les visages des femmes dans les publicités, on cache les corps des femmes dans les publicités. Donc voilà, dans certains pays, je pense que une bonne avancée, ce serait déjà de respecter la femme en tant que personne et pas en tant que femme avec une poitrine et un vagin.
Nous allons revenir sur cette question des droits des femmes. On est au téléphone avec Jean-Paul Moureau, représentant Oxfam, et d'ailleurs tout à l'heure on parlera de certains chiffres d'Oxfam sur ces questions d'égalité homme-femme. Mais d'abord, Jean-Paul, nous on va s'intéresser au climat avec une pièce de théâtre bientôt. Donc si je me trompe pas, c'est le 11 mars, donc vendredi de la semaine prochaine. Ce sera à l'espace Jean Jaurès à Tomblaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, bonjour RCN. Eh ben écoutez, un collectif s'est mis en place et avait repéré cette compagnie, les Zygomatiques, qui était déjà venue à Nancy il y a quelques années avec un spectacle qui s'appelait Manger. Et là, il récidive avec un spectacle qui s'appelle Climax. Donc, un accès direct au COP 21, COP 25, COP de Paris, etc., un peu sur le mode loufoque et décalé. Le déni climatique à portée de tous, c'est le sous-titre. Donc, mais en même temps, une réalité cruciale, puisque encore récemment, dans les quotidiens, je disais que 80% des Français sont inquiets à propos du climat. Ouais. Et donc, cette prise de conscience, cette réalité qui arrive, comment l'appréhender, et c'est un spectacle volontairement décalé pour faire réfléchir. Le théâtre est un merveilleux moyen de faire réfléchir le public. Et la compagnie Zygomatique va plus loin encore en proposant un bord de scène, c'est le nom qu'ils ont trouvé, très, très judicieux, d'après-spectacle, pour inviter les gens à réagir, un petit débat après le spectacle. Un spectacle qui est 1h05, juste calculé pour un débat d'après-spectacle. Alors, selon le nouveau volet du dernier rapport du GIEC, 3,3 milliards de personnes vivent dans des environnements très vulnérables au changement climatique. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous parlent? Oui, ça va pas s'arranger. Et en plus, on sait que le niveau des mers commence à monter. Il y a des rivages fortement menacés. Il y a des populations qui, il y a une dizaine d'années, aller chercher l'eau dans un puits à 3 ou 5 kilomètres. Maintenant, il faut qu'ils se déplacent à 15 ou 30 kilomètres. Il y a des déscolarisations de jeunes filles dans les écoles pour aider la maman à apporter l'eau. Il y a des phénomènes comme ça qui sont terribles dus à ce réchauffement climatique. Et en France, on a déjà des conséquences de ce changement climatique. On a souvent des vagues de chaleur, des pertes agricoles, des inondations. Et selon Oxfam, les réponses pour l'instant des différents gouvernements sont inadaptées à la situation. Oui, inappropriées, parce que il y a bien un fond vert, il y a bien des choses qui débutent d'embryons, de choses qui se mettent en place, mais ça reste trop peu d'argent. La communauté internationale là-dessus est très lente à se mettre en mouvement. Les grands groupes sont plus partisans du greenwashing ou font semblant d'eux. Donc vraiment, faut prendre ce problème à bras le corps, et ce n'est que l'addition de toutes ces prises de conscience. Et nous autres, certaines ONG, on se dit que tout ça pourrait aller très vite, en l'espace de 20 ans, les 20 ans devant nous, si des bonnes mesures sont prises. Il faut toujours penser que ça puisse s'arranger. La période actuelle, avec ce qui se passe en Europe, on n'a pas besoin de ce genre de problème pour mettre la communauté internationale en bonne harmonie ou en bonne place. C'est toute la difficulté de l'ONU et toutes ces organisations qui souhaitent ce changement fort et rapide. Et autre constat d'Oxfam, c'est que ces inégalités-là climatiques, elles sont aussi extrêmement liées aux inégalités sociales, c'est-à-dire que plus les populations sont pauvres, plus elles sont vulnérables au changement climatique.
Ben oui, parce que toutes ces populations fragilisées sont à la merci de ce changement. Leurs gouvernements sont soit corrompus, soit sous l'influence des grands groupes qui pillent leurs ressources naturelles. Donc, il y a toute cette question d'agroécologie, il y a toute cette question de revenir à des fondamentaux sur la façon sur l'économie, pour parler court, qu'il faut remettre en bonne place. Alors donc je rappelle que le spectacle Climax, défi climatique à portée de tous, se tiendra déni climatique à portée de tous, autant pour moi, se tiendra vendredi 11 mars à 20h à l'espace Jean Jaurès de Tomblaine. Donc l'entrée est à 10 € et il y a des tarifs réduits à 5 € pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Voilà, tout à fait. Et pour ceux qui ne pourraient pas se libérer à 20h, il y a une matinée classique à 14h45 pour les collèges et lycées. Mais je pense qu'il y a encore quelques places pour les étudiants aussi qui voudraient réserver leur soirée pour autre chose. On ouvre aussi, donc il y a 2 spectacles en fait. Il y a un l'après-midi et puis un le soir pour le grand public et étudiants. Bienvenue bien sûr. Avant tout, c'est à ce public, la génération qui vient, qu'on souhaite s'adresser. Voilà. Les gens du collectif misent beaucoup sur cet aspect. Et dans cette jeune. En cette période préélectorale, en cette période de guerre, en cette période trouble, comment faire pour pas que le combat pour l'écologie, pour le combat climatique tombe dans l'oubli? Je pense pas qu'il va tomber dans l'oubli parce que rien que l'été qui vient risque d'annoncer déjà des choses plus que bizarres. On a déjà eu des étés derniers avec des écarts de chaleur, des brusques changements. Donc, non, je pense que les gens maintenant ont conscience de ça. Et si les dirigeants ne font rien, ils vont être encore plus... ils vont voter pour que les gens proposent sur les programmes qui proposent des vraies solutions. Et chez Oxfam, vous savez qu'on a eu cette pétition, l'affaire du siècle. Et on a remis le couvert à Oxfam en disant, ben voilà, quel que soit le futur président ou présidente, le compte à rebours a plus que commencé. Et on attend des mesures très concrètes. Des mesures concrètes, donc, comme on le disait, pour pas tomber dans l'oubli, et c'est le titre du morceau de Labyrinth et Sia qu'on écoute tout de suite sur RCN 90.7, Oblivion. Ouais, merci. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7. Comment faire pour que le combat pour les droits des femmes ne tombe pas dans l'oubli dans cette période? Alors, c'est quelque chose dont je suis déjà venue parler sur RCN. Je pense que ça commence par les jeunes générations. Ce que fait Libertel, hein, on a des ateliers de sensibilisation, de prévention dès les tout petits, maternels, primaires, et après on grimpe jusqu'à la fac, jusqu'aux professionnels. Et je pense que là, par exemple, on vient de finir un cycle avec l'école Schweitzer à Laxou. D'ailleurs, il y aura une exposition l'après-midi du 8 mars pour voir les œuvres des enfants sur les stéréotypes et les contre-stéréotypes. L'exposition s'appelle Stéréotypes et puis quoi encore. Je pense que voilà, chez ces enfants-là, on plante une petite graine et puis ça prend ou ça prend pas, ou alors ça prendra peut-être plus tard aussi. Chacun a un peu son rythme entre la plante et la partition de musique. Chacun son rythme et à chacun son développement. Mais j'ai des mamans, des parents qui sont venus me voir en me disant oui, alors mon fils il m'en parle quand même, ma fille elle en parle un petit peu, et ça permet d'ouvrir le débat dans les familles, que ce soit des familles d'origine occidentale ou d'origine orientale ou voilà, africaine, enfin tous les pays et toutes les cultures tout d'un coup se rejoignent et le débat s'ouvre. Donc je pense que pour pas tomber dans l'oubli, c'est de transmettre ça aux futures générations et aux générations qui sont déjà là. Comme moi, j'ai un fils qui a 10 ans, il est déjà important de lui en parler et peut-être pas qu'il comprenne, parce que je pense qu'il n'a pas encore le voile de la société, et donc du coup à l'école primaire,
il y a des différences filles-garçons, évidemment. Hein. Je veux dire, ça existe, c'est normal à cet âge-là. Hein. Mais c'est pas, je pense que c'est pas aussi, c'est pas aussi violent. Je pense ça se répercute pas aussi violemment que chez les adultes. Je pense. En tout cas, c'est mon sentiment. Après, certains débats, certains sujets arrivent de plus en plus tôt, par contre, chez les enfants. Alors, je parle d'enfants en 6e, par exemple. S'il y a des 6e qui nous écoutent, je veux dire, on n'est pas des enfants. Voilà, chez les 6e, on est déjà sur des questions de... j'ai pas envie d'être une fille, j'ai envie d'être un garçon. J'ai envie qu'on m'appelle Tom et puis Nina, et j'ai plus envie qu'on m'appelle elle, j'ai envie qu'on m'appelle il ou yel. Enfin, il y a déjà des changements de mentalité, et de plus en plus tôt, parce qu'il y a cet accès aux médias et à l'information qui est de plus en plus présent, de plus en plus tôt. Et dans cet esprit du quinquennat, je pense que l'éducation nationale a aussi voulu planter cette graine et dire voilà, l'égalité, on y a tous accès, et on parle d'égalité, on parle de laïcité, on parle d'ouverture d'esprit, de sexualité chez les plus grands évidemment, d'occupation de l'espace en milieu scolaire, entre les filles et les garçons dans la cour de récréation. On parle des stéréotypes et de leur déconstruction, ce qu'on vient de terminer comme cycle avec l'école Schweitzer. Je pense que c'est ça, pour ne pas tomber dans l'oubli. Commencer par là, les plus jeunes générations. Et puis après, ne pas tomber dans l'oubli. Heureusement qu'il y a des associations comme Libertel, comme les Sœurs Optimistes, comme nous toutes. Qu'on salue, les Sœurs Optimistes, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Cette question de transmission, Caillou, vous qui avez une chaîne YouTube basée sur la transmission quand même, avec des enfants, etc. Est-ce que la question du sexisme ou la place des garçons, des filles, est-ce que c'est quelque chose que vous abordez avec votre enfant, par exemple? Alors, ça n'a pas fait le sujet d'une vidéo, mais ça peut donner des bonnes idées. Alors là, c'est un père et un fils, donc on attend que les cousines et les filles des copains et des copines arrivent pour féminiser toutes ces pratiques sauvages qu'on associe souvent aux hommes aussi, hein, sortir un couteau dans la forêt pour bâtonner, alors que même le bricolage, aucune raison pour que ça soit plus masculin que féminin, vraiment aucune. Donc oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'idée de la transmission et de dire qu'il faut d'abord effectivement en parler, éduquer les jeunes générations pour que ça change. Et ça, c'est une certitude. Et pour avoir fait pour intervenir beaucoup dans les écoles à tout niveau, pour créer des chansons avec eux, ça avec l'association d'État de raison. Hein, on a fait plein de choses aussi dans le coin. Eh bien, on voit que j'ai vraiment constaté que les jeunes, les collégiens, les lycéens que j'ai rencontrés, étaient beaucoup plus ouverts à ces questions d'identité sexuelle. Oui. Vraiment beaucoup plus ouverts. Moi, je faisais les mêmes chansons avec il y a 15 ans. Ils voulaient ça rigolait dans tous les sens, ils voulaient pas en parler. Alors que là, ça en parle complètement ouvertement et effectivement naturel d'être bi, homo. Enfin, vraiment, il n'y a pas de jugement, je trouvais de moins en moins de jugement. Moi, vraiment de la part des jeunes que j'ai rencontrés, c'était vraiment flagrant. Voilà, ce qui veut pas dire que la place des femmes est pour autant acquise et complètement égalitaire avec celle des hommes. Dans les milieux, en tout cas scolaires, que vous rencontrez, vous voyez une évolution. Ouais, vraiment, puisque j'ai mené ces ateliers pendant ces 15-20 dernières années, donc j'ai vraiment vu sur le thème des chansons, vraiment sur les paroles, une ouverture d'esprit complète, vraiment, à quelques rares exceptions près, mais sinon vraiment là-dessus. Donc grâce à l'éducation, on arrive. Le combat, on parlait d'environnement, de climat tout à l'heure. Vraiment, l'école, pareil, beaucoup de projets ont été tournés autour de l'environnement, protection de l'environnement, et du coup, c'est rentré quand même dans la tête. Maintenant, c'est les médias qui nous martèlent qu'il y a urgence, mais cette urgence-là, pour le coup, vous parlez beaucoup de nos dirigeants. Moi, je suis désolé, ils savent ça depuis au moins 1972, la date du rapport Midos, où on montrait qu'on allait droit dans le mur. Et depuis, les courbes qui sont malheureusement exponentielles, on fait que les suivre, si c'est pas plus grave. Donc là, on est à l'aube et on est au début d'une décroissance qui va s'imposer à nous. Et il faut pas, à mon avis, attendre trop des dirigeants pour que les choses changent. Il faut que chacun change individuellement ou en petit collectif à la bonne échelle. La bonne échelle, c'est son village, sa ville, son quartier. Ça, c'est la bonne échelle pour agir. Donc, je rejoins complètement le combat des associations.
Alors, vous avez parlé des gouvernements et on a parlé du climat. Donc, Oxfam vient de rendre un article qui fait un peu un résumé, une critique dans le sens analytique du terme du quinquennat de Macron sur cette question des égalités femmes-hommes. Et le bilan d'Oxfam, c'est que les actions du gouvernement Macron sont insuffisante. Alors, ils ont fait un petit bulletin de notes. Je vous encourage à aller sur le site de Oxfam pour le consulter. Globalement, dans le rouge, donc ça veut dire insuffisant, il y a le budget et les institutions, la lutte contre les violences, l'égalité professionnelle et les inégalités économiques sont jugées comme insuffisantes par Oxfam. Tout ça est détaillé et chiffré, sourcé bien sûr. Et dans tout ce qui est encourageant, parce qu'il y a pas eu que des points négatifs dans ce quinquennat concernant cette question. Ce qui est encourageant, c'est l'évolution des droits sexuels et reproductifs et aussi la diplomatie féministe. On a eu notamment l'avènement du mot féminicide qui a été vraiment mis en avant par Marlène Schiappa, quoi qu'on en pense. On peut lui attribuer ça au moins. Et finalement, Oxfam dit que pour une présidence qui se voulait féministe, les actions menées n'ont pas été à la hauteur de ce qui avait été prévu, parce qu'on avait parlé de cette lutte-là comme étant la grande cause du quinquennat. Oxfam réclame 1 milliard et un plan d'urgence dans les 3 prochains mois du prochain quinquennat. C'est ce qui est le minimum acceptable. Est-ce que chez Libertel, vous souscrivez à ces revendications-là? Oui, tout à fait. On souscrit à ces revendications-là. Voilà. Après, je parlais de l'inégalité professionnelle. On est bien d'accord sur ce point-là, que les femmes n'ont pas forcément accès aux postes à responsabilité, ou alors que quand elles sont, on a vu ces revendications par les agentes d'entretien des Hôtel-Ibis et de leur salaire et de leur emploi du temps archi blindé, voilà, des vies exploitées. Je pense, oui, qu'il est essentiel de revoir l'ambition professionnelle des femmes, pas de les revoir parce qu'elles sont là et on les revendique totalement, mais je pense que le gouvernement, il est temps qu'il les entende en fait. Et quand on prend le cas des manifestations de l'Hôtel-Ibis par exemple, c'est vrai qu'il y a une transversalité dans les luttes. Totalement. Ce sont des femmes, certaines étaient immigrées. Mais c'est toujours plus facile d'utiliser les migrantes pour faire des travaux qu'on qualifie, que le gouvernement peut qualifier d'ingrats, faire le ménage, faire leur passage. Et pourtant, le président a nié le terme de pénibilité. Mais concernant ces travaux-là. Les travaux-là, on peut vous renvoyer au film Debout les femmes de François Ruffin. Il est bien expliqué dans ce film-là que être aide ménagère, aide à domicile auxiliaire de vie, on appelle ça, il y a plus d'accidents dans ce genre de métier que dans les métiers du bâtiment, parce que il faut soulever les patients, parce que il faut, si une personne tombe et qu'elle est plus lourde que vous, faut la retenir, vous faites mal aux genoux, vous faites mal aux chevilles. Enfin voilà, la pénibilité, elle est il faut pas la cacher, il faut pas la mettre sous le tapis, elle est tout à fait présente et elle est réelle. Elle est réelle et tout comme ce combat donc pour les droits des femmes. Donc je rappelle que mardi, il y a cette pièce de théâtre au CILM à Laxou, de 19h30 à 22h, entrée libre à partir de 1 euro. Tout à fait. Il y a aussi une table ronde avec plusieurs invités. Je rappelle, c'est Valérie Bosserlec, Laurence Vizère, Anna Moutahamis, le collectif des femmes entrepreneuses du Grand Est, et MC Création. M Création. M Création, autant pour moi. En fait, c'est un M et un C majuscule parce qu'elle s'appelle Marie-Charlotte. Très bien, voilà. M Création. Et il y aura Anne-Mathilde Constantini, qui est la 2e adjointe du maire de Laxou et directrice, de l'association des maires de Meurthe-et-Moselle. Et qu'a eu, il y a votre page, Sait-on jamais. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Nous, de continuer à se faire plaisir avant tout, d'être dehors, de créer dehors. On y mêle aussi de la musique, de la peinture, et puis
Et puis s'il y a des gens qui veulent aller découvrir, donc c'est une page YouTube, sait-on jamais, mais il y a aussi une page Facebook et puis il y a Instagram aussi. Voilà. Et alors c'est local, mais avec des envies de découvrir, voilà, le monde pas forcément lointain, le monde proche, à vélo, à pied, en passant par les forêts. Et découvrir plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour les prochaines vidéos, les prochains thèmes? Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qui se prépare? Est-ce qu'on peut avoir une exclue aujourd'hui sur RCN? Une vraie exclue. Une vraie exclue. Une exclue, ça serait que on va pas forcément rester nancéen très longtemps. Voilà. Donc du coup, il y a l'idée d'aller vers les Vosges et puis d'ouvrir tout ça à la musique, aux arts, nature et culture. Et du coup, il y a une petite vidéo sur le studio d'enregistrement qu'on a avec l'association à Laxou, là, pour le coup. D'état de raison. On a déjà travaillé avec toutes les communes environnantes, d'état de raison, exactement. Et c'est un studio que j'ai construit sur un modèle du studio de Bob Marley. Waouh. Ouais, en Jamaïque. Et j'ai trouvé des plans un peu secrets. Et c'est un studio qui est fait que en matériaux naturels, de récup, et qui a une acoustique incroyable. Et comme on risque de bientôt le quitter, et ça sera le sujet de la prochaine vidéo, donc pas trop lien avec la forêt, si ce n'est qu'il y a du bois partout. Un lien fort. Mais voilà, un lien fort. Mais en tout cas, le lien avec les arts qui nous tiennent quand même toujours à cœur, même si on est dehors dans la nature. Et peut-être pour une prochaine vidéo, ce combat pour l'égalité femmes-hommes. Et ça, bien sûr que c'est noté dans un coin de ma tête et qu'on l'oubliera pas. Évidemment. Aborder avec les enfants aussi, toujours dans ce souci de transmission. Le dernier mot, je vais le laisser bien sûr à Manon Leclerc, le mot de la fin pour terminer cette émission. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette année à venir? Alors, ça va être très politique. On espère qu'il n'y aura pas une montée de l'extrême droite, évidemment, parce que ça veut dire la fin de notre travail avec les migrantes, la fin de la France humaniste et sociale. Il faut espérer également que tout le monde sache accueillir à bras ouverts ces pauvres personnes ukrainiennes qui nous arrivent en masse et qu'on saura faire preuve un petit peu de cœur et d'humanité. Voilà, ça n'a pas forcément de rapport avec si, tout à fait. Avec pourquoi je suis venue, mais j'avais envie de le dire. Et puis, une note plus positive, j'avais envie de remercier RCN quand même, parce que je viens souvent sur RCN, alors que je suis bénévole dans une autre radio. Donc, voilà. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de venir chez vous et de parler de sujets aussi importants pour la société, hommes et femmes et hommes plutôt. Donc, voilà, et c'est important de sensibiliser tout le monde. C'est notre devoir en tant que radio militante. Voilà. Merci beaucoup Manon Leclerc. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Libertel. Merci Cahu. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. RCN, www.rcn-radio.org